Global Maths Club plus qu'un moteur de recherche. Ok, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session du Café scientifique du Global Math Club. Bon, aujourd'hui, on va accueillir Patrick qui va nous parler du problème de la branche histochromo. Voilà, l'objectif de ce problème est de pouvoir déterminer le chemin de temps minimal entre deux boules à des différentes altitudes. Voilà, je vais laisser Patrick nous présenter le contexte et la plus-value de ce problème de la branche histochromo. Voilà, je dis ça parce que c'est un sujet qui est très connu et qui a été, bon, je vais dire ça comme ça, et le groupe de recherche du département académique a essayé d'apporter un plus sur ce problème qui est ouvert en tout cas. Bon, Patrick, je vais te laisser la parole et tu vas pouvoir mieux présenter ce projet comme. Bon, Patrick, tu as la parole. Merci beaucoup, Steve, et merci au Global Math Club pour cette nouvelle opportunité. Donc voilà, donc j'ai l'honneur de représenter le groupe de recherche du GMC qui a travaillé sur ce sujet, le problème de la brachistochrome. Donc, ensemble, on va essayer de comprendre ce que c'est que le problème de la brachistochrome et les résultats qui ont été obtenus précédemment avec les apports de ce que le groupe de recherche a apporté. Donc, plus qu'une présentation, ceci, c'est aussi la soumission d'un travail. Donc, on soumet ce travail également à votre attention, à votre regard d'expert, afin que vous puissiez nous proposer ou critiquer les approches qui ont été faites. Et par la même occasion, inviter tous ceux qui veulent bien faire partie de ce groupe de recherche, le groupe de recherche du Global Math Club. Donc, cette présentation vous donnera l'idée de ce qui se passe dans ce groupe de recherche. Donc, vous êtes encouragés à nous rejoindre, en tout cas, et je crois que la responsable de ce groupe de recherche est parmi nous ici, Aniva Dolician. Donc, n'hésitez pas à la contacter au cas où vous aimeriez faire partie de ce groupe d'une quelconque des façons. Voilà, donc, on va parler du problème de la brachistochrome. La brachistochrome, la brachistochrome vient du mot brachistos, voilà, c'est un mot grec qui signifie le plus court et ça vient également du mot chron, qui signifie le temps. Donc en réalité, ici, on s'intéresse au temps le plus court. Donc on cherche à trouver le chemin de temps le plus court. Donc, pour revenir un tout petit peu dans l'histoire de la brachistochrome, la brachistochrome, c'est un problème qui a été posé par Bernoulli au XVIe siècle. En fait, c'est un problème qui existait déjà bien avant cela, mais il a été reformulé par Bernoulli au XVIe siècle. Et puis, plusieurs mathématiciens se sont... Désolé, j'ai supprimé. C'est parce que Alvelin peut couper son micro. OK. Good. Voilà, donc ce problème a été proposé au XVIe siècle par Bernoulli. Et puis, il a été résolu par plusieurs mathématiciens. On a eu beaucoup de propositions de résolution. Par exemple, une résolution venant de Jacques Bernoulli, qui est le petit frère de Bernoulli. C'est quand même intéressant que le grand frère propose un problème et puis le petit frère le résout. On a également une résolution de Leibniz, de Newton. Donc, beaucoup de mathématiciens se sont intéressés à ce problème. Et la formulation première du problème, telle que présentée par Bernoulli, est la suivante. Donc, l'idée, c'est qu'on a deux points qui sont situés à deux altitudes différentes. Un est situé, par exemple, ici, on a le point A, mais puis on a un point B. Et puis, on veut déterminer le chemin à temps minimal entre le point A et le point B, en supposant qu'on fait glisser une balle sur ce chemin-là.
Euh, ce dont on a l'habitude de rencontrer, ce dont on a l'habitude de rencontrer dans notre entourage, c'est que le chemin à temps minimal est très souvent euh, le chemin à distance minimale. Mais pour ce cas spécifique, c'est pas forcément cela. Et ceci s'explique un tout petit peu avec le fait que si, par exemple, on lâche une bille au point A avec une vitesse nulle, et imaginons que la vitesse est nulle, alors la façon dont le chemin est déterminé pourrait influencer la vitesse que l'impulsion de la vitesse à la balle. Donc, par exemple, si le chemin, c'est une ligne droite, et si le chemin est une courbe telle que celle-ci, l'impulsion de la vitesse dans les premières minutes sera différente. Et ceci peut faire en sorte que le chemin le plus court devient quelque chose qui est différent du chemin à la distance la plus petite. Donc, ceci le problème, c'est ça le problème de Bernoulli en ce qui concerne la branche histochrome. Donc, tel que Bernoulli l'a énoncé, il suppose qu'on lâche une bille à une vitesse initiale qui est nulle. Et puis, l'idée, c'est de déterminer le chemin à temps minimal entre le point A et le point B, étant donné ces deux points A et B. Et puis, nous, ici, nous nous intéressons à quelque chose de un peu plus général. Donc, au lieu de supposer, par exemple, que la vitesse est nulle au départ, on suppose ici que la vitesse est non nulle. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté cette hypothèse aussi. Donc, la vitesse initiale de la balle est non nulle. Et les autres hypothèses sont les hypothèses qui sont liées au problème initial de Bernoulli. Donc, on suppose également qu'il n'y a pas de frottement. En fait, même dans le problème initial de Bernoulli, il n'y avait pas de frottement, mais c'est important de l'énoncer ici parce que plus tard, on va supposer qu'il y a des frottements et puis on verra ce qui se passe. Ce qui a attiré notre attention sur ce problème, c'est qu'on se disait que si, par exemple, on a un chemin qui est le chemin le plus court et qui est obtenu, par exemple, en supposant que la bille de départ la bille est lâchée avec une vitesse initiale nulle, alors si on inculque une certaine vitesse initiale à la bille, on s'attendrait à ce que ce chemin le plus court ne change pas. Je ne sais pas pour vous, en tout cas, ça, c'est l'impression que j'ai, que si par exemple vous avez un chemin vous avez un parcours que vous supposez être le parcours le plus court, si vous décidez d'aller plus vite, par exemple de marcher plus vite, le parcours le plus court, en fait le parcours le plus court en termes de temps est censé rester le même. Puisque c'est un peu comme si vous preniez différents parcours avec des vitesses différentes. Et puis, étant donné que vous saviez déjà le parcours qui est minimal en termes de temps, si la vitesse est non nulle. Si la vitesse est nulle, alors elle sera la même si la vitesse est non nulle. Donc ça, c'est ce qui a un peu attiré notre attention. La question qu'on se posait, c'est est-ce que ce parcours-là va changer? Donc, parce que le parcours avec la vitesse initiale nulle est quelque chose qui a été déterminé par les mathématiciens dont je vous ai cité. Et ça s'appelle la cycloïde. J'aurai le temps de présenter cela ici. Donc, la question, comme je reformule encore la question que nous on s'est posée, c'est est-ce que ce parcours-là va être influencé si on inculque une vitesse initiale à la bille? Donc, c'est la question à laquelle on aimerait répondre, à laquelle on va essayer de répondre lors de ces premiers slides. OK, donc, on essaie donc de déterminer ce chemin. Voilà. Et pour ce faire, ce qu'on veut, c'est donc calculer le temps. Donc, on est intéressé au temps de parcours du point A au point B. Et pour déterminer le temps, on sait que le temps, c'est la distance, c'est la vitesse sur le temps. Et donc, le temps, c'est quoi? Le temps, c'est la vitesse divisée par la distance. Voilà. Et je crois que c'est bien ça, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Et donc, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Voilà, super. Donc, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, ce qu'on va faire, c'est déterminer la vitesse et déterminer le temps. Et cette formule, il faut noter que cette formule distance divisée par le temps est valable, divisée par la vitesse est valable uniquement lorsque nous sommes dans un parcours à vitesse uniforme. C'est la raison pour laquelle on va s'intéresser uniquement à une distance
élémentaire, dans une distance très petite, de telle sorte qu'on puisse supposer, durant cet intervalle de temps très petit, que la vitesse est uniforme. Donc, l'idée, c'est donc de calculer la vitesse durant un petit intervalle de temps et puis de calculer la distance également durant ce petit intervalle de temps et de déduire quelle sera la formule pour le temps. Et après, on va juste sommer ce temps sur tout le parcours AB pour trouver le temps, qu'une trajectoire le temps d'une trajectoire allant du point A au point B. Et l'idée sera donc de minimiser ce temps-là. Donc, ici, on calcule les énergies parce que on a supposé que les forces de frottement étaient négligeables, donc il n'y a pas de force de frottement ici. Donc, la conservation de l'énergie est applicable. Ce qu'on fait, c'est qu'on calcule l'énergie au point A. L'énergie au point A est donc donnée par cette relation-ci, qui est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et puis, on calcule l'énergie au point M, qui est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et en faisant l'égalité de ces deux énergies-là, on trouvait donc la vitesse. Donc, quelque chose d'important à noter, c'est que si la vitesse était égale à 0, ce terme-ci ne serait pas là. OK, maintenant, on s'intéresse au calcul de la distance. Voilà, donc on définit par ds un élément de distance sur la courbe. Et puis, en utilisant les propriétés de Pythagore, et puis on a cette relation-là. Et on peut donc déduire que un élément de distance sur la courbe est donné par l'expression que vous voyez encerclée sur votre écran. Voilà, et puis on utilise le fait que la dérivée de la distance par rapport au temps, c'est la vitesse, pour avoir cette relation-là, et puis trouver un élément de temps en termes de cette expression-ci. Surtout n'hésitez pas de me couper si vous avez des questions, des incompréhensions. Parce que j'aimerais vraiment qu'on avance ensemble sur la même longueur d'onde, de telle sorte qu'on puisse tous ensemble comprendre les résultats qui seront déduits de ces différentes étapes-ci. Voilà, donc du coup, ce que l'on fait, c'est calculer le temps. Donc le temps, c'est le temps de parcours entre le point A et le point B, c'est la somme continue de ces petits temps. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on fait une intégrale du point A au point B des petits temps qu'on a calculés. Donc, ça veut dire qu'on est amené à résoudre à minimiser cette valeur-ci. Et pour avoir une formulation un peu plus simple du problème, ça veut dire qu'on veut déterminer le minimum de cette fonction-ci avec les conditions y0 égale 0 et ya égale b. Donc, notre point A ici est de coordonnées 0, 0 et notre point B est de coordonnées AB. Donc, on veut une courbe qui va du point A au point B et qui satisfait cette intégrale-là et qui la minimise. Donc, pour ce faire, on a besoin des outils du calcul variationnel. Donc, sur l'abstract que j'ai proposé, je mentionnais que l'un des outils importants dans la résolution de ce problème, c'est le calcul des variations. Et l'idée principale derrière le calcul des variations, c'est de minimiser des fonctionnels ou de maximiser des fonctionnels. Donc, j'ai par exemple une fonction qui s'exprime en fonction des fonctions. Et l'idée, c'est comment est-ce que je minimise ou comment est-ce que je maximise ça. Heureusement pour nous, il y a des études qui ont été menées dans ce sens-là et il y a des équations qui sont très bien connues pour minimiser et maximiser de telles fonctions. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'on veut trouver une fonction y de x qui minimise ou maximise une expression de cette forme-ci. Ça, c'est l'objectif du calcul des variations. Et on est bien content parce que ceci ressemble exactement à ce qu'on veut minimiser. Donc, on a une fonction y. Donc, on veut trouver on veut minimiser une fonction y de telle en sorte que cette équation-ci soit satisfaite, un peu comme vous la voyez. Donc, ça, c'est ça l'idée. Et comme je disais, on a des équations, il y a des résultats qui sont bien connus dans ce sens-là. Par exemple, les équations de Lagrange qui nous dit que si une fonction minimise cette fonctionnelle-là, alors elle doit satisfaire cette équation-ci.
Et puis, il y a des dérivés de ce résultat qui est par exemple l'équation de Beltrami qui dit si par exemple ta fonctionnelle ne dépend pas explicitement de la variable x, donc ne dépend pas explicitement de l'argument de la fonction, elle doit satisfaire cette autre équation, pardon. Voilà, l'équation de Beltrami est très importante pour nous ici parce que notre fonction, par exemple, ne dépend pas explicitement de la variable x. Donc ça, c'est notre fonction. Elle dépend uniquement de la fonction y et de sa dérivée, donc pas explicitement de la fonction de la variable, de l'argument de la fonction y. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on applique donc l'équation de Beltrami pour pour minimiser notre fonctionnel. Donc, pour appliquer l'équation de Beltrami, on doit donc se fixer cette fonction f et puis l'équation de Beltrami nous dit que cette relation-ci doit être satisfaite. Voilà, donc lorsqu'on suppose que la vitesse est nulle, ce que l'on obtient, c'est une équation de cette forme-ci. Je prends la vitesse nulle parce qu'elle nous aide un tout petit peu à comprendre ce que c'est que la cycloïde. Je vous ai énoncé au départ que la solution de ce problème, lorsque la vitesse était nulle, était la cycloïde. Donc, j'aimerais présenter un tout petit peu ce que c'est que la cycloïde avant de revenir dans le cadre général sur lequel nous travaillons, où la vitesse est non nulle. Donc, vous comprendriez donc que le véritable problème dans la résolution de tel problème, pardon pour la tautologie, c'est de résoudre certaines équations différentielles qui peuvent être plus ou moins compliquées en fonction de l'approche que vous avez ou en fonction du problème que vous voulez résoudre. Par exemple, lorsque la vitesse est l'une, on a cette équation différentielle qui est plus ou moins simple et que l'on peut réduire sous cette forme-ci. Et donc, la solution à cette équation-ci est donnée par ce système-ci. Ce système-ci décrit, c'est ce qu'on appelle l'équation d'une cycloïde. Donc, ça décrit la cycloïde. C'est quoi la cycloïde? La cycloïde, c'est la courbe que l'on obtient en fixant un point et en faisant rouler un cercle sur un plan. Par exemple, j'ai un plan, j'ai un cercle ici, je fixe ce point et je fais rouler mon cercle sur le plan. Et lorsque je fais rouler mon cercle sur le plan, la trajectoire de ce point que j'ai fixé, c'est la trajectoire d'une cycloïde. Donc, c'est la raison pour laquelle le terme cycloïde a un peu les trucs comme cercle, oïde, qui signifie roulement et tout. Voilà, donc ça, c'est la trajectoire d'une cycloïde, comme vous aurez sans doute imaginé. Et ce qui est intéressant à propos des cycloïdes, c'est que ils ont des propriétés très intéressantes, en fait. Par exemple, si vous regardez cette figure-ci, et que vous supposez que le point, que la bille en bleu, la bille en rouge, la bille en vert et la bille en jaune sont placés à des différentes positions, un peu comme représenté sur la figure, et que vous les lâchez au même moment, à un instant T, alors toutes ces billes, tous ces 4 billes vont arriver à la fin au même moment. Donc, ça veut dire que la cycloïde est un tout petit peu invariant en termes de temps concernant le trajet de certaines billes sur la courbe. Donc, si elle lâche ces 4 billes au même moment, elles arrivent tous à la fin en même temps. Donc, ça ne dépend pas du fait que l'un est plus proche de la fin que les autres. Et ceci s'explique un tout petit peu parce que je disais au début, le fait que plus la courbe est convexe, plus la pente de convexité de la courbe est grande, plus la vitesse que la balle a au départ est grande. Et cette vitesse-là, justement, ça favorise et ça diminue le temps de parcours de la balle. Donc, ça, c'est une cycloïde. Et ceci, c'est juste une propriété de la cycloïde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce problème était tant convoité, parce que la solution faisait apparaître la cycloïde qui avait déjà été quelque chose de très étudié et intéressante pour les mathématiciens. Maintenant, revenons un tout petit peu à notre problème. Donc, rappelez-vous qu'on a supposé que la vitesse initiale était non nulle. Donc, ici, on suppose que notre vitesse est non nulle et puis on reconstruit notre équation différentielle en utilisant les équations qu'on a obtenues du calcul de variation, justement l'équation de Beltrami.
Donc, ce qu'on a à résoudre, c'est cette équation-ci. Donc, on aimerait résoudre une équation comme cela. Le fait qu'on ait V0 ici rend les choses un tout petit peu plus compliquées que précédemment. Peut-être vous n'aurez pas l'occasion de le voir ici parce qu'il y a beaucoup de détails qui ont été supprimés. Donc, lorsqu'on fait la réduction de cette équation, ça nous conduit à quelque chose dans ce sens-ci. Et puis, on obtient une solution qui est comme celle-ci. Déjà, à première vue, on est d'accord que en fait, à première vue, on a l'impression, on ne peut pas être d'accord, mais on a l'impression que ce système-ci est bien et bien différent d'une cycloïde parce que ça ne ressemble pas aux équations de la cycloïde qu'on a obtenues plus haut. Donc, on a ces différentes équations-ci. Mais ça, c'est pas une preuve mathématique. Il faut bien qu'on justifie qu'elles sont différentes des équations de la cycloïde. C'est vraiment ce que l'on veut faire. Donc, ce que nous avons pu faire jusqu'à présent, c'est déterminer ce système d'équations qui n'est pas très joli, mais nous donne déjà une intuition sur le fait que si la vitesse initiale est différente, si la vitesse initiale est non nulle, alors la trajectoire à temps minimal est différente de la trajectoire à temps minimal lorsque la vitesse initiale est nulle. Et ça, c'est un tout petit peu contre-intuitif, comme je le rappelais plus haut. Et puis, on a décidé de faire des illustrations graphiques pour justement mieux comprendre un tout petit peu ce qui est en train de se passer, pourquoi il y a cette différence dans les résultats de la trajectoire à la trajectoire à temps minimal. Donc, on s'est donné un point B. Donc rappelez-vous que ce qu'on veut, c'est déterminer la courbe entre un point A et un point B. Donc, pour déterminer la courbe de façon complète, il faut se donner un point B et déterminer les constantes qui sont liées donc à ce point inconnu-là. Donc, on s'est donné un point B, qui est celui-ci. En fait, ce point B-ci, il n'est pas pris au hasard, il est justement pris pour simplifier un tout petit peu les équations qu'on a obtenues plus haut. Donc, ça fait en sorte que les équations que nous avons, c'est ça. Et on a fait quelques tracés de ces différentes figures-là. Par exemple, lorsque la vitesse est égale à 1, ça, c'est notre trajectoire à temps minimal. Et lorsque la vitesse est égale à 0, ça, c'est notre trajectoire à temps minimal. On a essayé d'interpréter ces différentes trajectoires et je vais à l'instant vous proposer ce qu'on a donné comme interprétation, mais bien sûr, je voudrais entendre également les vôtres, peut-être pendant la séance des questions. Comme je disais, vous vous sentez libre de me couper. C'est qu'on se rend compte que lorsque la vitesse est égale à 0, le coefficient de convexité de notre courbe trajectoire est beaucoup plus important que lorsque la vitesse est égale à 1. En réalité, on s'est battu un tout petit peu pour avoir des points, B qui ne sont pas trop différents parce qu'il faut noter que plus le point B est différent, plus la tendance de la courbe va changer. Donc, si vous remarquez bien, ici, on a un point B qui est 0.13, 0.05. Ici, on a un point B qui est 0.10, 0.06. Ce sont des points qui ne sont pas très éloignés les uns des autres. Ça veut dire qu'en réalité, ces courbes-ci, on peut un tout petit peu supposer avec quelques erreurs, bien sûr, qu'elles vont d'un point A vers un point B qui sont identiques. Donc, on se rend donc compte que lorsque la vitesse est 0, le coefficient de convexité de la courbe qui est à droite est beaucoup plus important que celui de la courbe qui est à gauche. Et pour expliquer ceci, on s'est dit, OK, si je veux réellement avoir un temps de chemin, un chemin de parcours minimal, l'idée, c'est de faire en sorte que ma balle a une vitesse importante au début. Par exemple, si on commence ici avec une vitesse qui est 1, et si on commence ici avec une vitesse qui est 0, puisque la vitesse est 0 au départ, il est important que le chemin inculque une certaine vitesse à la balle, de telle sorte qu'elle puisse aller plus rapidement. Et ceci explique un tout petit peu le fait que cette pente-ci est beaucoup plus importante, parce que lorsque la bille va commencer ici, le fait que la pente soit importante va imposer une certaine vitesse plus importante à la balle.
Donc, ça justifie un tout petit peu les raisons pour lesquelles on a cette différence dans les courbes de trajectoire. Voilà, donc ça, c'était juste pour mieux comprendre les différents résultats que nous avons obtenus. Et après, on a décidé de regarder notre approche, donc de faire quelque chose de différent, en supposant cette fois-ci que notre système est soumis à des forces de frottement. Et bien sûr, on a supposé également que la vitesse initiale de la balle est nulle. Alors, ça, c'est important parce que il aurait été bien que l'on suppose que la vitesse initiale de la balle est non nulle et qu'il y a des forces de frottement. Ça serait été l'idéal. Mais le problème, c'est que le résultat que nous avons obtenu précédemment lorsque la vitesse de la balle était non nulle n'était pas très encourageant. Donc, les équations qu'on a obtenues étaient des équations un tout petit peu compliquées. Et puis, ça allait rendre juste la tâche un tout petit peu plus difficile dans ce cas-ci. Donc, on s'est proposé d'abord commencer par quelque chose de un peu plus simple, donc de supposer qu'il y a des forces de frottement et puis de supposer que la vitesse de la balle à l'instant initial est nulle. Et il y a plusieurs types de forces de frottement. Par exemple, il y a des forces de frottement qui sont liées, ça peut être des forces de frottement qui sont liées au vent. C'est pas peut-être le vent souffle dans la direction qui est opposée au parcours de la balle et ça fait en sorte que la vitesse de la balle est réduite. Donc, dans ce cas-là, par exemple, la force de frottement sera proportionnelle à la vitesse de la balle. Donc, parce que le vent, justement, souffle dans le sens contraire. Et il y a des frottements qui sont, par exemple, liés au plan, donc qui sont liés au trajet de parcours. Donc, ça veut dire, par exemple, si votre parcours a des cailloux, si votre parcours est rugueux, donc ça fait en sorte que des frottements s'imposent. Et ces frottements-là sont différents des frottements que j'ai énoncés dans le premier cas. Ces frottements-ci qui sont liés au parcours sont plutôt proportionnels, à la force normale du parcours sur la balle. Donc, on a un truc comme celle-ci, où N, c'est la force normale du parcours sur la balle. Donc, il est important ici de comprendre quelle force de frottement on a imposée à notre système. Donc, dans ce cas-ci, on a supposé que toutes les forces de frottement de la balle seront réduites aux forces de frottement qui sont liées à la surface de parcours. Donc, ça veut donc dire qu'on suppose que notre force de frottement ici est proportionnelle à la force normale que la surface exerce sur la balle. Et donc, dans ce sens-là, on obtient ces différentes formules-ci, dont la force de gravité sera égale à ceci, mais la force de frottement sera égale à ceci, où on suppose que nous sommes sur l'axe tangentiel de l'axe tangent à la courbe. Et, voilà, donc peut-être on reviendra sur comment est-ce qu'on a dérivé ces différentes formules-là. Si cela vous intéresse, ce sera avec plaisir que je reviendrai là-dessus. En appliquant donc ici, puisqu'on a des forces de frottement, on ne peut plus donc appliquer la conservation de l'énergie. Donc, on applique la seconde loi de Newton. Et puis, on a donc cette relation-ci. Donc, on a m fois l'accélération qui est égale à cette différence de force-là, étant donné que la force de frottement est une force qui va contre le mouvement. Donc, on trouve la vitesse qui est égale à ça. Voilà. Et quelque chose qu'on peut noter sur cette vitesse, c'est que, en fait, quelque chose que l'on peut noter lorsqu'on regarde cette vitesse, c'est qu'elle donne un tout petit peu un sens à l'introduction de la force de frottement. Parce que si on imagine par exemple que mu, le coefficient de la force de frottement est égal à 0, on tombe exactement sur la vitesse qu'on est censé obtenir lorsqu'on est dans ce cas dans cette configuration. Et si ce mu est non nul, ça veut dire qu'il contribue à la réduction de la vitesse. Donc, ça veut dire que plus la force de frottement est importante, plus la vitesse de la balle le sera moins. Donc,
Donc, on refait le même travail. En faisant le même travail, on considère notre fonctionnel et puis l'idée, c'est donc d'utiliser les outils de calcul variationnel en utilisant les équations de Lagrange ou de Beltrami pour résoudre le système. Donc, on tombe sur une équation comme celle-ci. Je suppose que ça, c'est mon dernier slide. Voilà. Donc, on tombe sur une équation comme celle-ci qu'on doit résoudre. Euh, Quelque chose qu'on peut dire à propos de cette équation, c'est qu'elle est différente de l'équation d'une cycloïde et que le résultat de ce problème-ci ne sera pas une cycloïde parce qu'il suffit juste de prendre les équations d'une cycloïde et vérifier que ces équations-là ne satisfont pas cette équation-ci. Et ça, c'est justement la question à laquelle on voulait répondre. La question à laquelle on voulait répondre, c'est est-ce que les forces de frottement vont influencer le parcours à temps minimal? Et la réponse est oui, parce que le parcours à temps minimal est donné par la résolution de cette équation-ci, donc la solution n'est donc pas une cycloïde. En réalité, il aurait été préférable que l'on, en tout cas, ça aurait été bien si on pouvait résoudre cette équation-ci et voir comment les solutions diffèrent en elles-mêmes. Mais on a eu des difficultés dans la résolution de cette équation différentielle parce que, comme je vous l'ai dit plus haut, le problème dans dans ce problème d'optimisation, c'est d'être capable de résoudre les équations différentielles que vous obtenez. Et on a été chanceux qu'on a pu résoudre celui où la vitesse était non nulle. Par contre, celui-ci, il était un tout petit peu compliqué. D'ailleurs, j'attire votre attention là-dessus en disant que ce serait génial si quelqu'un pouvait proposer une solution, une méthode de résolution, par exemple, pour cette équation-ci, pour cette équation différentielle. Et voilà, donc les solutions graphiques, on a essayé de résoudre graphiquement ce système-ci et dont les résultats montrent que c'est différent d'une cycloïde et cela nous a donc satisfait pour répondre à la problématique que nous nous sommes posés. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et puis je vais prendre vos questions et vos remarques. Je suis ouvert à n'importe quelle question et bien sûr remarques ou critiques importantes. Merci, Steve, pour la parole donnée. Ok, merci beaucoup, Patrick, pour cet exposé. Voilà, on espère que tu as apporté, nous avons apporté peut-être une petite contribution à ce problème modèle. Voilà, on va passer à la deuxième phase, qui est la deuxième phase des questions. Et bon, pour poser une question, vous n'avez juste qu'à lever le petit doigt de Zoom et je vais vous passer la parole. Merci à vous. Hmm. Euh, s'il n'y a pas de, s'il y a pas de questions, c'est pas peut-être je vais également. Ah, ok, il y a une question. Donc, Léopold a une question. Ah, Je voulais et déjà me poser les tu questions à as, moi-même. tu as la parole. Allô, j'espère que vous m'écoutez. Oui, parfaitement. Oui, déjà, félicitations, Patrick, pour ta présentation. À un certain moment, je me suis cru beaucoup à califourchon entre les physiques et les mathématiques. Et ça m'a aussi réveillé un questionnement qui était pendant en économie, parlant de l'optimisation du chemin. Parce que, par exemple, en économie, on parle des réseaux, c'est-à-dire comment réduire le niveau d'asymétrie d'information sur les marchés, par exemple. Si je prends par exemple le marché des biens et services, et on fait les optimisations dans la recherche opérationnelle pour réduire le chemin, donc pour optimiser le chemin pour la distribution et pour la quête de l'information. Bon, ça c'était une parenthèse, mais la petite question que je voulais poser, c'est que j'ai vu là sur les solutions graphiques
de la première méthode, les boules là, je pense que c'était 4 boules avec des couleurs différentes, positionnées. Et tu disais que les 3 boules arrivent au bas de la trajectoire au même moment. Bon. Il est vrai que j'ai vu aussi la deuxième partie où tu as introduit le facteur frottement, mais j'aimerais bien comprendre encore, hein. Peut-être que j'ai loupé quelque chose de systématique là-dessus, mais je ne comprends pas pourquoi, s'il est vrai que la vitesse est égale à la distance sur le temps, comment la boule bleue arrivera au même moment que la boule jaune, toutes choses restant égales par ailleurs. Merci. Merci Léopold pour ta question. Voilà, donc j'ai effectivement dit que si on suppose que ces quatre billes sont positionnés tels que vous le voyez sur la figure et qu'on les lâche tous à un instant T, en supposant bien sûr qu'il n'y a pas de frottement. On suppose que notre système est dému de tout frottement. Donc, ces 4 billes vont arriver à la fin, donc on va arriver à la fin du parcours tous au même moment. Je disais que c'est d'ailleurs l'une des propriétés très intéressantes de la cycloïde. Et puis, Léopold soulève un point qui est important. Et la question, c'est si la vitesse est bien la distance sur le temps, ça veut dire que ces propos-ci n'ont pas trop de sens parce que la distance de ces différents boules par rapport à la fin du trajet sont bien et bien différents. Mais la réponse que je vais donner à Léopold est peut-être quelque chose que j'ai mentionné également lors de mon exposé. C'est que l'expression vitesse égale distance sur le temps est une expression qui est valable uniquement lorsque la vitesse est uniforme. Donc, ça veut dire que lorsque la vitesse commence à être non uniforme, donc ça veut dire que lorsque la vitesse commence à dépendre du temps, cette expression-là n'est plus correcte. Et c'est le cas dans cette configuration aussi. Par exemple, c'est de la boule bleue qui commence au début. Il est clair que si une boule commence au début, si on suppose que la boule bleue et la boule rouge commencent, prenons la boule bleue par exemple et la boule jaune, commencent avec une vitesse non nulle, alors la vitesse de la boule bleue dans les premières minutes sera beaucoup plus importante que la vitesse de la boule jaune. Justement parce que le coefficient de convexité de la courbe à ce niveau-ci est plus important que le coefficient de convexité de la courbe à ce niveau-là. Et ça fait en sorte que les billes vont se déplacer avec des vitesses qui sont différentes et qui ne sont pas uniformes en même temps. Et ceci, je crois que ça, ça explique un tout petit peu la quiétude de Léopold. Bien sûr, ça ne répond pas, ça ne justifie pas le fait que les 4 boules doivent arriver au même moment. Ça, c'est une autre démonstration. Mais ça justifie le fait que ça a tout à fait un sens de dire que les 4 boules arrivent à la fois au même moment. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Oui, Monsieur Patrick, oui, oui, j'ai bien écouté. Merci. Ok. Je ne sais pas, donc je disais, je disais que s'il n'y a pas de questions, peut-être je vais me poser les questions à moi-même. Ah, ok, Samuel a une question. Désolé. Voilà, Et- je pense que je peux m'exprimer maintenant. Steve, tu me le permets, c'est ça? Ouais, 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 il n'y a pas de souci, Simon. Voilà, super, merci. Bonsoir à tous et merci à Patrick pour son brillant exposé. Moi, je ne vais pas poser de questions de fond, mais en fait, une question peut-être un peu philosophique pour comprendre. Au début de ton exposé, tu as fait allusion au chemin le plus court. Le chemin le plus court qu'on prenait comme chemin à distance minimale. Voilà. Et puis, après, il se peut que cette définition ne puisse plus tenir. Je ne comprends pas très bien. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Un chemin qui peut être considéré comme minimal, mais à un temps qui n'est plus minimal, ou quoi? S'il te plaît, si tu peux encore éclairer, oui, oui, ma lanterne à ce niveau-là. Ok. Mhm. Merci beaucoup pour la question, Samuel. Ce que je disais, c'est que
dans notre environnement, autour de nous, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, le chemin à distance minimale, c'est le chemin à temps minimal. Si par exemple, tu décides d'aller au marché et que tu veux aller, tu décides d'aller au supermarché, je vais dire ça comme ça, et que tu connais le chemin à distance minimale et que ton objectif, c'est d'arriver au marché le plus rapidement possible, tu vas prendre le chemin à distance minimale. Tu ne vas pas penser qu'il existe un autre chemin qui soit différent du chemin à distance minimale, qui produira un temps minimal de trajet. Je ne sais pas si je me fais comprendre un tout petit peu. Parce qu'ici, il y a deux facteurs en jeu. Il y a le chemin à distance minimale et le chemin à temps minimal. Et ce qui se passe généralement, c'est que ces deux chemins coïncident autour de nous, surtout lorsque le plan est horizontal. Parce que ça veut dire que tu peux contrôler ta vitesse. Donc, ta vitesse n'est pas, par exemple, influencée par la qualité de parcours que tu fais. Et donc, ce que j'illustrais dans ce travail, c'est que le chemin à temps minimal, c'est le cas pour ce trajet ici, est différent du chemin à distance minimale. Parce qu'on sait par exemple que pour deux points A et B, le chemin à distance minimale, c'est la droite qui les relie. Par contre, le chemin à temps minimal, c'est pas forcément ça, comme le montre cette figure-ci. Donc, j'essayais un tout petit peu de mettre ce point-là en lumière pour justement expliquer le fait que dans notre contexte, c'est un tout petit peu différent. Et c'est la raison même pour laquelle, désolé de te couper, je termine rapidement, c'est la raison même pour laquelle on a voulu que ces deux points-ci soient à une altitude différente. Parce qu'étant donné que les deux points soient à une altitude différente, le trajet sera donc influencé par la vitesse. Contrairement au fait que si les deux points sont à la même altitude, donc il suffit, si tu inculques une vitesse, si tu inculques une vitesse à ces deux points-là, ça ne va pas réellement influencer le temps de parcours jusqu'à la fin. C'est pas assez, it makes sense. Oui, it make a lot of sense because I wanted to see the advantage of this study in terms of maybe minimizing the cost of I don't know. It can be the cost of fuel, for instance. Maybe if I'm moving from some point to another point, and then maybe I don't care about the time, and maybe I can also care about the cost of fuel. If I can minimize the fuel, it can help me to know about the path of minimal distance. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, en fait, en réalité, je posais ma question justement pour comprendre ça peut être quoi l'avantage d'avoir un chemin dont le temps peut être petit. Non, dont le temps peut-être peut être un peu plus long et que la distance est minimale. On peut avoir des choses comme ça, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, on peut définitivement avoir des choses comme ça. Et je pense que un des avantages, c'est justement ce que tu énonçais là tout à l'heure. Par Oui. exemple, si tu veux te rendre à ton lieu de travail et que tu es préoccupé par rapport au temps, ce que tu dois faire, c'est chercher le chemin à temps minimal. Mais si tu es plutôt Oui, préoccupé OK, j'ai pas envie que mon essence soit usée, c'est ça. tu es plutôt intéressé au chemin à distance minimale parce que c'est Et, ça justement parfait, parfait. qui va influencer le carburant. Donc, OK. c'est important, par exemple, dans ce sens-là. Et comme je le disais, c'est encore plus important si votre chemin n'est pas horizontal. Parce que lorsque le chemin est horizontal, très souvent, il y a coïncidence entre ces deux distances, la distance à temps minimal, la distance en fait, le chemin à temps minimal et le chemin à distance minimale. Par contre, lorsque le chemin n'est pas horizontal, c'est un tout petit peu différent. Imaginez que vous descendez une colline avec votre véhicule. Il y a déjà la vitesse que vous inculquez, la vitesse motrice que vous inculquez à votre véhicule par l'accélération. Et puis, il y a la vitesse que la pente du trajet inculque au véhicule. Et ces deux vitesses-là font en sorte que la vitesse du véhicule est
un peu plus importante et donc modifie le temps de trajet. OK, merci Patrick. OK. Voilà, donc je vais juste peut-être mentionner ça. Dans l'abstract que j'ai proposé, je demandais euh, une certaine démonstration pour comment est-ce que quelqu'un pourrait, par exemple, démontrer que la distance minimale entre deux points est une droite. En fait, ça, c'est pas une question très triviale, si je peux dire ça comme ça. La résolution de cette question, pour bien la faire, parce qu'il y a des résolutions qui sont un peu controversées dans le sens où on utilise par exemple des arguments qui dérivent du fait que la distance entre deux points est justement la droite qui les relie. Donc, une démonstration un peu plus claire de cela utilise le calcul variationnel, exactement comme on a procédé ici. Donc, l'idée, c'est de reconstruire une fonction qui dépend des fonctions et l'idée, c'est de minimiser donc cette fonction-là. Cette fonction qui dépend des fonctions est une fonction qui dépend de la distance des chemins. C'est les chemins avec les différentes distances et tout. Et l'idée, c'est donc de minimiser cette fonction-là en utilisant les équations de Lagrange. Et puis, on obtiendra comme solution donc, une droite. Et aussi, il est important de mentionner que ceci est vrai lorsque lorsque nous sommes sur un plan horizontal. Parce que la distance entre deux points, par exemple, si on suppose que nous sommes sur une sphère, ça n'a rien à voir avec la droite la droite qui est reliée. C'était juste une parenthèse pour apporter quelques idées à la question que j'ai proposée dans l'abstract. OK. Bon, je pense que Léopold a encore une question. Bon, Léopold, tu as la parole. Merci à toi, Patrick, pour cette réponse. Bon, pour cette question et pour cette réponse également. Allô, vous m'écoutez? Oui, Oui. on te reçoit très bien, Léopold. Allô? Oui, je te reçois très bien. Allô, vous m'écoutez? Oui, oui, Léopold, on t'écoute très bien. Peut-être toi, tu n'as pas le retour. Allô? Est-ce que toi, tu nous écoutes? J'ai l'impression que non. Peut-être avant que Léopold ne retrouve son micro, est-ce que ceci a un lien avec le contrôle optimal, optimal control, ou la notion de contrôlabilité? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Euh, Malheureusement, je connais pas très bien le contrôle optimal. Ce serait un peu difficile pour moi de faire un lien. Je sais pas, sauf si tu aimerais donner quelques détails. Puis... Non, non, la notion de contrôle optimal, en réalité, c'est une notion qui minimise les coûts de OK. transport. OK. Allô? Oui, partant D'un point à d'un un autre. endroit d'un point à un autre. Oui. Hmm. Bon, je pense que Léopold est de retour. Léopold, tu nous reçois? Oui, parfaitement. Vraiment, le réseau n'est pas bon ce soir par ici, hein. Je m'excuse déjà pour la qualité du réseau. Bon, c'est indépendamment de ma volonté. En fait, je voulais juste demander à Patrick sur la deuxième méthode avec le facteur frottement. Hmm.
est-ce qu'il n'est pas lieu, par exemple, de déceler une contrainte, pour pouvoir optimiser pour pouvoir, bon. Et il parlait de résoudre l'équation différentielle là. Est-ce qu'il n'est pas lieu, par exemple, d'introduire une contrainte pour pouvoir solutionner le problème? Euh, Introduire une contrainte. Déjà, ce que nous avons ici comme contrainte, c'est que l'image du point A doit être égale à B, où A et B sont les coordonnées de notre point final. Maintenant, je ne suis pas sûr de savoir quel type de contrainte tu aimerais que tu proposerais, par exemple, qu'on puisse imposer pour donner plus de sens à l'équation différentielle. Bon, il est vrai que là, sur le tas, là, je ne peux Ok, pas. Mais c'est juste une idée qui me passe par la tête. ok, Mais là, ok, sur le tas, ok. je ne peux pas encore. Ok, 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 mais c'est définitivement, on pourra regarder également dans ce sens-là, parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est de résoudre ceci en utilisant les différents outils qu'on connaît pour la résolution des équations différentielles. Et c'est un tout petit peu compliqué. Mais on pense que peut-être on n'a pas juste été assez inspiré. Donc, il faut rappeler que c'est aussi l'une des raisons de ces différents exposés, c'est de partager des problèmes tels que ceux-ci, et puis voir s'il y a une idée qui puisse voir le jour. Merci Léopold pour ta proposition. D'accord, d'accord, Patrick. Hum, Voilà. Une Ok. question, avant qu'on ne termine, voilà. Une question, par exemple, que je m'attendais qu'on me pose, c'était celle de savoir comment est-ce que, parce que ce qu'on a fait ici, c'est déterminer le chemin à temps minimal. Une question légitime qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce chemin à temps minimal existe? Et puis, parce que avant de déterminer quelque chose, il faudrait évidemment montrer que ça existe. Et rien ne prouve même que ce que nous avons déterminé, c'est le seul chemin à temps minimal. Euh, euh, donc ça, c'est une question dont on travaille toujours dessus. Et c'est pas une question triviale, bien que intuitivement, elle a tout à fait son sens. Et elle a tout à fait le sens, c'est tout à fait légitime que si on a deux points A et B, et puis on peut toujours trouver un schéma à temps minimal. Mais ça, c'est juste intuitif. Donc, une question à laquelle on est toujours à la quête de la résolution, c'est comment est-ce que démontrer que ce chemin-là existe. Même, même dans le cas de la droite, par exemple, il vous a dit ces outils ici nous permettent de démontrer que la distance minimale entre deux points, c'est la droite qui les sépare. Donc, c'est le segment de droite qui les sépare. Cet outil-ci ne nous permet pas de démontrer que cette distance minimale existe. Mais l'avantage qu'on a, c'est que on a au moins su que, en utilisant la théorie d'Euclide, que la droite, il existe une seule droite. Il existe un seul segment de droite entre deux points A et B. Et c'est ça qui facilite un tout petit peu les recherches dans ce sens-là. Mais dans le cas où on n'a rien à faire avec une droite, par exemple, il s'agit des courbes telles que celle-ci. Ça rend la tâche un tout petit peu différente. Ouais. Ok, merci Patrick pour cette question, pour ton intervention. Je pense que je pose encore une question, donc une suggestion. Donc, je pose toi la parole. Bon, pas vraiment une question. C'est que Je pose, on ne te suit pas. J'aime c'est quelque chose qui est le quatrième.
la longueur de l'arc d'un cercle, c'est-à-dire peut-être qui reliait, par exemple, la mesure de l'angle qu'on multipliait par pi et par, je pense, par le rayon, et on divisait par 180 pour trouver cette longueur-là. On dit qu'on va démontrer que cette longueur minimale ou bien optimale existe. Bon, je ne sais pas si, si vraiment ça, ça- c'est un questionnement qui soit fondamental, qui a quoi. lieu d'être. Ah. Oui, je me dis. Ouais, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je disais que c'est très intuitif de dire que, OK, ça existe, mais en mathématiques, il faut tout démontrer. On ne peut pas se reposer sur l'intuition. Et je ne pense pas que c'est aussi trivial que ça. Parce que, par exemple, si on définit un ensemble, je sais pas, peut-être je vais utiliser un crayon permanent. Si on définit un ensemble A comme étant ensemble des temps qui sont tels que il existe une courbe, donc il existe une courbe, il existe un chemin, il existe Y chemin de A vers B. Si on définit un ensemble comme celui-ci, ce qu'on aimerait, c'est que le minimum de cet ensemble-ci soit dans l'ensemble pour dire que, OK, le chemin à temps minimal existe. Et pour démontrer, par exemple, que le minimum de cet ensemble-ci est dans l'ensemble, il suffit de démontrer que la borne inférieure de cet ensemble-ci existe et que l'ensemble est fermé en lui-même. Et la borne inférieure existe justement parce que cet ensemble-ci est minoré et voilà, donc l'ensemble est minoré par 0. Et puis, en utilisant les propriétés de lower bound de R, on peut donc démontrer que le inf de A est quelque chose qui existe bien. Mais pour démontrer que A est fermé, ce n'est pas tout à fait trivial. Parce que démontrer que A est fermé revient à dire que si tu supposes que étant donné, par exemple, un intervalle t plus epsilon, et que tout le monde dans cet intervalle, c'est excepté t, a une courbe à temps minimal qui correspond au temps donné dans l'intervalle, alors t également aura une courbe à temps minimal. Et ça, c'est pas très trivial comme résultat. Mais ça reste quelque chose de très intuitif, un peu comme Léopold le mentionnait. Merci Léopold pour ta contribution. OK. OK. Merci à toi, Patrick, pour ces réponses. Je ne sais plus s'il y a encore des questions, des suggestions, des remarques dans la salle. Ah, bon, décidément, il y a plus de questions en tout cas. Bon, je vais donc conclure sur cet exposé. Voilà, merci beaucoup Patrick pour cette présentation fascinante sur le problème de la branche Stockholm. Et merci également à tous les participants, voilà, à ceux qui ont donné un peu de leur temps pour suivre la présentation. Bon, nous espérons que vous avez été satisfaits de cette présentation et Allô? Oui, on te reçoit très bien. Ah, ok. Bon, j'ai cru qu'il y avait. Bon, j'ai cru que quelqu'un voulait parler en tout cas. Voilà, comme je disais, nous vous remercions d'être présents aujourd'hui et nous vous donnons juste rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain exposé. Voilà. Et bon, d'ici là, vous vous portez juste très bien. Bon, on se dit dans 2 semaines en tout cas. Merci encore.
pour votre participation. Merci, Monsieur Steve. Merci et bon week-end. Bon week-end également.